Mesdames, Messieurs, merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso exporte son modèle de transition vers une économie verte. Cela se passe à Lyon, en France, à la faveur de la 28e édition de Polytech, le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement. La délégation burkinabé est conduite par le ministre en charge de l'environnement. Le secteur de la santé est dans le viseur du RENLAC. Il n'en fallait pas plus pour que des révélations émanent de l'enquête menée sur la corruption dans le secteur. Ce matin, le réseau a livré à la presse un avant-goût du contenu des 13e journées nationales de refus de la corruption qui s'ouvre le 1er décembre prochain. Et puis nous irons au Sabel, le salon de l'élevage du Burkina qui déroule son programme à Ouagadougou. Ce soir, nous en saurons plus sur l'insémination artificielle, présentée comme une solution pour l'amélioration de la production laitière et de la filière viande. Des vaches de plus de 800 kg produisent entre 15 et 20 litres de lait par jour, de quoi faire rêver plus d'un éleveur. Bienvenue à tous. L'avenir du textile africain entre défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique. La 5e édition du CITA ouvre le débat pour 3 jours. Entre conférences, expositions et défilés, le savoir-faire des acteurs de la filière coton sont à l'honneur. L'ouverture officielle du Salon international du textile africain en images avec Amadou Ilboudo sur un commentaire signé Ini Walkoy Janine Kamire. Parade des tenues traditionnelles des 13 régions du Burkina, parade des tenues africaines de plus d'une dizaine de pays. Nous sommes à la 5e édition du Salon international du textile africain CITA. C'est la célébration et la magnificence du textile africain dans toute sa diversité. Moi, j'expose les pains tissés. L'an passé, le CITA, j'ai eu le premier prix d'exposante. De plus en plus, le faso d'Anfani est arboré fièrement dans la plupart des cérémonies. En le portant, on marque ainsi son soutien au textile africain, textile que le CITA entend vulgariser dans les 4 coins du monde. Nous découvrons encore une fois que nous avons des richesses, mais qui doivent être transformées sur le continent pour que nos populations puissent profiter de nos richesses et sortir de la pauvreté. Encourager les initiateurs, notamment le commissariat général du salon, et encourager également tous les producteurs parce qu'ils ont une contribution importante à l'économie nationale. Le ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications de la République de Guinée équatoriale, représentant le président Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, patron de la cérémonie, salue l'initiative du CITA et promet faire découvrir les tenues équato-guinéennes à l'édition prochaine. On peut toujours être fier de notre produit, on peut être toujours fier de notre production et de notre identité. Et c'est pour ça que le président Bambazo m'a envoyé pour témoigner sa fierté pour les produits africains et pour les initiatives africaines. Au programme de cette 5e édition du CITA, un grand défilé de mode, une nuit du coton et une conférence internationale sur le thème « Avenir du textile africain, défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique ». Les stands d'exposition sont ouverts tous les jours sur le site du CIAO de 8h à 22h durant 3 jours du 28 au 30 novembre 2018. Et si le CITA accorde une place de choix aux défis environnementaux en France, les acteurs d'une trentaine de pays pensent économie verte. Le Burkina Faso participe à la 28e édition de Polytech qui se tient à Lyon. Le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement offre un cadre de partage d'expériences d'où sortiront des solutions pour changer positivement les comportements environnementaux. Retrouvons sur place notre envoyé spécial Draman Guéné. La 40e édition du Salon Polytech de Lyon ouvre ses portes. Le Burkina est pays invité d'honneur à ce grand rendez-vous mondial destiné à l'environnement. En tant que pays pilote de la transition vers l'économie verte en Afrique, le Burkina attend beaucoup de ce salon des amis de la nature. Venant à ce salon, c'est d'abord présenter ce que nous avons en termes de gouvernance en matière de l'environnement. Ensuite, quels sont les défis qui se posent aujourd'hui au Burkina Faso
quels sont les projets avec lesquels nous pouvons échanger avec l'ensemble des partenaires à ce salon afin de tisser des liens de partage d'expérience et surtout de partenariat pour nous permettre bien sûr de pouvoir aller dans le sens de transfert de technologies, nous permettant bien sûr de pouvoir juguler les questions cruciales de l'environnement que nous avons au Burkina Faso. La mairie de Ouagadougou, la chambre de commerce et d'autres institutions du Burkina sont aussi invités à cette 40e édition du Salon Polytech de Lyon. Ici, Ouagadougou ne compte pas faire de la figuration. Qui parle d'environnement urbain, parle de salubrité, parle d'écologie, parle de transition énergétique, et parle de traitement des ordures, et parle de révalorisation. Et ce salon est la rencontre, le concentré de tout cela. Polytech, c'est un salon de 4 jours regroupant 2200 exposants de 33 pays du monde. C'est un monde des affaires où les dernières technologies en matière de gestion de déchets sont en quête de partenaires. Et le Burkina Faso était sur le ring de ce salon pour exposer sa politique de protection environnementale. Le ministre Nestor Bassio Bassière a saisi l'occasion pour vendre la destination Burkina et pour cause. Il avait devant lui une assemblée composée de milliers d'acteurs et d'investisseurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet 2000 éco-villages a fait mouche. Draman Guéné. Le monde entier est à l'école du Burkina. Sur le ring, le ministre Nestor Bassio Bassière. C'est une tribune offerte aux pays invités d'honneur pour présenter la politique burkinabé en matière de protection de l'environnement. Le 40e Salon Polytech de Lyon, c'est aussi une tribune d'opération de charme pour le Burkina. Le Burkina, la destination à ne pas manquer. Nous sommes le pays en Afrique de l'Ouest qui dispose encore de la richesse en faune. Nous aurons toutes les espèces, de l'éléphant au lion, de la panthère au buffle. Et quand vous arrivez, c'est tout un troupeau. Le projet 2000 éco-villages du président du Faso cherche aussi partenaire à ce salon de l'environnement. C'est une opportunité d'affaires que présente le ministre Bassière. Si j'interviens dans l'énergie, dans les énergies renouvelables, je peux m'intéresser au volet énergie. Si j'interviens dans le cas de l'eau, je peux m'intéresser à ces cas. La gestion des déchets, je peux m'intéresser à cela. Donc aujourd'hui, vous aurez dans un village que tous ceux qui sont au niveau de ce salon peuvent se retrouver dans un éco-village parce que chacun aura quelque chose, en tout cas, si toutefois il est désiré de pouvoir accompagner le Burkina, bien sûr, dans ce chantier que nous voulons promouvoir. Après son exposé, le chef de la délégation burkinabé effectue une visite guidée des stands d'exposition. Là aussi, expérience et partenariat se confortent. À Ouagadougou, ce qui fait aussi l'actualité, ce sont les résultats d'une étude menée par Ten Forest, un réseau de plaidoyer. L'étude menée sur la cohabitation entre sociétés minières et communautés locales veut aboutir à une prise de conscience et un changement de politique de la part des décideurs. Ten Forest les invite à améliorer leur politique en matière d'extraction minière. Les précisions avec Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. Venus de différentes organisations de la société civile, des ministères en charge de l'agriculture et des mines, les participants à cet atelier vont s'imprégner des résultats d'une étude commanditée par Ten Forest. Menée au Mali, en Guinée, au Sénégal et au Burkina, l'étude a pour objectif d'analyser les politiques d'extraction minière en lien avec les droits des communautés locales. L'étude, le principal résultat a ressorti la précarité des droits fonciers des communautés locales face aux industries extractives, que ce soit dans la phase d'exploration, dans la phase d'exploitation. Il a constaté qu'il n'y a pas de disposition qui impose le consentement libre, informé et préalable des populations. Pour aboutir à ces résultats, les consultants ont beaucoup exploité les codes miniers des pays concernés par l'étude. Donc l'étude s'est essentiellement focalisée sur le code minier du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de Guinée, mais aussi à examiner un peu les textes de l'UEMOA et de la CEDEAO. Au terme de l'atelier, les résultats de l'étude devront permettre aux participants d'interpeller les décideurs des pays de la sous-région afin qu'ils améliorent leur politique en matière d'extraction minière au grand bonheur des communautés locales. Troisième jour d'interrogatoire pour le général Gilbert Diendéré ce 28 novembre. Face au parquet militaire, l'accusation a choisi
de démontrer que le putsch, loin d'être un fait improvisé, est une action planifiée. Hypothèse réfutée par le général qui dénonce dans la foulée une justice à double vitesse. Zoubaviel David Dabiré. Le putsch du 16 septembre 2015 est une action planifiée par le général Djendjiri et exécutée par les sous-officiers de l'ex-RSP. C'est la conviction du parquet militaire qui livre ce matin un pan de l'expertise de l'ordinateur portable du général. Selon cette expertise, un document intitulé CPND, Conseil patriotique pour la démocratie, était déjà en rédaction à la date du 14 septembre 2015. Le même document sera modifié dans la nuit du 16 septembre 2015 sous le titre CND, Conseil national pour la démocratie, élu à la télévision du Burkina dans la matinée du 17 septembre 2015. Et pour persuader le tribunal que les documents CPND et CND ont les mêmes contenus, le parquetier donne lecture du premier et en conclut qu'il est identique au deuxième. Le général refute cette hypothèse et rejette les résultats de l'expertise qu'il qualifie de sélective. Toujours dans la même lancée, le parquet militaire le confronte aux déclarations de l'adjudant Jean-Florent Nyon qui dit avoir reçu instruction du général de procéder à l'arrestation des autorités le 16 septembre 2015. Le général Djendjiri campe sur sa position. Je n'ai jamais dit à Nyon d'arrêter des autorités. Le ministère public demande donc une confrontation entre les deux hommes pour situer les responsabilités. Et quand le parquetier cite les déclarations à charge du général Pegrounoma Zagré et du colonel-major Alassane Monet, le général Gilbert Djendjiri s'emporte et dénonce une justice sélective. Pourquoi ils ne sont pas ici dans le box des accusés alors qu'ils m'ont soutenu depuis le 16 jusqu'au 23 septembre 2015, s'interroge l'officier général. Le procureur tente de le rassurer en annonçant qu'ils viendront s'expliquer à titre de témoins. Il n'en fallait pas plus pour sortir le général Djendjiri de ses gonds. Si la procédure avait été faite dans les règles, il devait être ici en tant qu'accusé à la place de certaines personnes qui n'ont pas fait le centième de ce qu'ils ont fait, martèle le général. En quoi leur qualité d'accusé vous dédouane, questionne le parquetier. Et le général de rétorquer, je cite, « Nous voulons la vérité, nous ne voulons pas une certaine vérité. Les parents des victimes, les blessés attendent la vérité. » Les propos font sourire l'assistance. Le général revient à la charge. « Je n'ai aucun intérêt à ce que les gens soient condamnés. Ce sont mes promotionnaires du PMK. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité pour les victimes, pour ceux qui sont au cimetière, conclut le général Djendjiri. » La suite de son audition a porté sur la répression des manifestants et ses conséquences. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le général Gilbert Djendjiri assume le putsch. En revanche, il rejette toute responsabilité concernant les pertes en vies humaines et les blessés occasionnés par la répression. Son audition se poursuit le vendredi 30 novembre à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et dans la suite de ce journal, l'éducation aux droits humains, bientôt dans les curricula au Burkina Faso. Le ministère en charge de la promotion civique s'inscrit dans la démarche avec une étude commanditée. Les acteurs sont réunis à Ouagadougou pour amender les résultats de cette étude et on en sait plus avec Konsoum Koulibaly et Maïmouna Traoré. Le processus de l'éducation aux droits humains a débuté avec l'enseignement des droits humains à l'école primaire, puis dans tous les ordres d'enseignement. Des études ont montré que pour le secondaire, le processus de son intégration reste à l'état embryonnaire. Quant aux écoles de formation professionnelle et aux universités, il ressort que les droits humains y sont plus ou moins enseignés. La question de l'effectivité de l'éducation aux droits humains reste donc posée. D'où l'étude réalisée par le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique pour collecter des informations permettant d'évaluer les actions menées et d'indiquer des perspectives. Il y a des acquis à chaque niveau, mais de manière générale, on peut retenir que nous sommes en retard. Nous sommes en retard comparativement donc au programme mondial d'éducation aux droits humains défini par les Nations Unies. Voilà, donc les différents acteurs devraient faire des efforts, redoubler davantage d'efforts pour que nous puissions atteindre les objectifs qui ont été assignés à tous les États. Cette rencontre permettra d'apprécier et d'amender les informations recueillies dans le cadre de l'étude en vue de permettre au ministère de se doter d'un rapport finalisé sur l'état de la mise en œuvre de l'éducation aux droits humains, ce qui permettra d'élaborer des politiques efficaces sur l'éducation des droits humains au Burkina Faso.
En attendant la tenue imminente des 13e journées nationales du refus de la corruption, le RENLAC dévoile un pan de son enquête menée sur la corruption dans le secteur de la santé au Burkina. Surfacturation, utilisation de matériel public à des fins privées, détournement de médicaments subventionnés sont autant de pratiques que le réseau national de lutte contre la corruption dénonce devant la presse. Le compte rendu avec Konsoun Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Le secteur de la santé a mal. Les mots sont du RENLAC. Selon le réseau, l'agent pathogène de ce mal est la corruption. Il se manifeste par des pratiques qualifiées de mafieuses. Les pratiques telles que la vente directe de produits par les agents de santé, les surfacturations des médicaments, l'utilisation des réactifs et du matériel de service public à des fins privées, les détournements de médicaments subventionnés au profit des pharmacies privées ou la vente de ces médicaments par les prestataires de soins dans les services de santé, etc. sont légion. Ces affirmations surviennent après des enquêtes menées auprès d'anonymes, de patients et d'agents de santé. Certains agents semblent trouver dans ces pratiques une galerie d'enrichissement illicite en dépouillant malades et accompagnant et en privant ainsi les pauvres populations d'un droit humain aussi fondamental que la santé. Selon le réseau national de lutte contre la corruption, ces pratiques avaient diminué au lendemain de l'insurrection populaire. Mais depuis 2017, les choses semblent s'empirer. Et cela s'explique par le fait que ceux qui sont, comme on appelle, aux destinées du pays, ne prennent pas les mesures nécessaires pour combattre la corruption. Et pire, c'est une sorte de promotion des corrompus qu'on assiste. Le RENLAC demande ainsi aux autorités de prendre leurs responsabilités pour éviter que le mal se répande. Et dans la lutte contre la corruption, les OSC sont mises à profit à travers un concept, la participation citoyenne à la gouvernance démocratique. Elle est prônée par l'association Jeunesse, Culture et Développement qui pilote un projet soutenu par l'ONG Oxfam. Et à quelques mois de la fin de ce programme, l'heure est au bilan. Martin Zongo, Véronique Ima et Ismaël Saturnin-Paré. Les populations, les élus locaux et les organisations de la société civile OSC doivent participer à la vie démocratique de leur localité à travers des actions citoyennes. C'est pourquoi il faut encourager toute initiative allant dans ce sens. Convaincu de cela, l'association Jeunesse, Culture et Développement AJCD est dans cette dynamique depuis juillet 2017. Après 17 mois de travail sur le terrain, l'heure est au bilan. Bon, ce projet, c'est sur la gouvernance démocratique, c'est-à-dire comment accompagner les communes dans leur gestion. Il faut que les gens arrivent à s'exprimer clairement si le projet a pu faire un changement de mentalité au niveau des différents conseils municipaux. D'abord, il y a les conseillers municipaux qui doivent connaître leur rôle. Il faut également que les citoyens sachent qu'ils doivent accompagner les conseils municipaux. Même les maires ont besoin de savoir quelle vision globale ils donnent à leur commune quand ils sont élus. Ce présent atelier est rendu possible grâce au soutien financier du Royaume de Danemark à travers l'ONG Oxfam, une ONG qui milite en faveur de la bonne gouvernance. C'est un devoir de redevabilité qu'on fait envers nos partenaires techniques, nos bailleurs, et aussi, surtout, envers les bénéficiaires, dont nous encourageons l'association à tirer toutes les leçons, les échecs, les réussites. Lena, Bama, Kumbia, Orodara Peni et Bobo Dioulasso sont les bénéficiaires de ce projet financé à environ 25 millions de francs CFA. Un projet qui prend fin en décembre prochain. Et la JCD espère encore être bénéficiaire de ce projet pour une nouvelle durée de 18 mois. Et c'est une première au Burkina. L'ABEMAC et l'ABENORM organisent ensemble les journées nationales de la qualité. Les deux entités qui ont en commun la qualité, donc la certification de cette qualité, placent ces 28e journées sous le signe de la performance et de la compétitivité. Au programme des formations, des panels, mais aussi des échanges d'expériences. Nongba Kouda et Frédéric Diène Bassenga nous en parlent. L'Association burkinabé pour le management de la qualité et l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité célèbrent ce qu'elles ont en commun, la qualité.
3 jours donc pour exalter les bienfaits de la qualité sur l'économie burkinabé. Acteurs du public et du privé et leurs partenaires venus de la sous-région vont réfléchir autour de la productivité comme accélérateur de la performance et de la compétitivité au Burkina Faso. Nous voulons aller plus loin dans la recherche de la qualité dans nos entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans la démarche qualité ISO, alors qu'il n'y a pas qu'ISO dans la démarche qualité. Parce qu'une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui est organisée. C'est une entreprise qui a des procédures et c'est une entreprise qui a des objectifs de qualité pour les consommateurs. L'administration publique est également concernée. Le ministre Harouna Kaboré en est conscient. Pour lui, pour progresser, il n'y a pas d'autre calcul à faire. Il faut mettre la qualité au centre de toute entreprise. C'est quelque chose qui permet donc de garantir donc des délais de livraison, des délais de production. Ce sont des choses qui permettent donc de rassurer en termes donc de maîtrise donc des coûts. C'est quelque chose qui permet donc de sortir à la fin des produits compétitifs. La qualité joue un rôle essentiel donc dans la vie donc des entreprises, qu'elles soient publiques et qu'elles soient privées. Donc aujourd'hui, nous pensons que si nous voulons atteindre en tout cas les objectifs qu'on se fixe à travers donc la transformation industrielle et artisanale, nous devrons encourager les entreprises publiques et privées à adopter ces genres donc de processus-là qui permettent donc à la fin de nous garantir donc des produits donc de qualité. Plusieurs activités sont au menu de cette 28e édition des Journées nationales de la qualité. En plus du prix de la qualité qui sera décerné à l'entreprise la plus méritante, des formations, des conférences et des panels, mais aussi et surtout des échanges d'expériences vont meubler ces 72 heures de la qualité au Burkina Faso. On en vient à ce clin d'œil donc au salon de l'élevage ouvert hier à Ouagadougou. Sur le site du CIAO transformé en ferme pour l'occasion, il y a ces bêtes qui forcent l'admiration. Des vaches pesant un peu moins d'une tonne, des taureaux également, tous issus de l'insémination artificielle. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ces animaux de race dite améliorée s'adaptent-elles au Burkina? Olopoda a voulu en savoir plus. Reportage. Ce taureau pèse plus de 800 kg de race montbéliarde. Il est né de l'insémination artificielle, une des options technologiques dans le but de l'amélioration génétique des races locales au Burkina Faso. Sa grand-mère est de race Goudali, qui a été inséminée et qui a vélé sa maman le 16 septembre 2009. Et ensuite, nous avons inséminé sa maman aussi, et qui a vélé celui-là le 24 juillet 2013. Comme lui, ils sont nombreux les producteurs burkinabés qui ont fait de cette biotechnologie de production aux avantages multiples un facteur d'accroissement des productions de lait et de viande. J'ai acheté le Boudali premièrement et puis fait les inséminations holiciennes parce que je voyais que holicienne là, ça donne beaucoup de lait. C'est intéressant. Sa mère me produisait 15 à 18 litres de lait par jour. Sa mère. Bon, et ensuite, elle donne des animaux qui sont plus développés. L'accroissement de la productivité animale est certes lié au caractère génétique, mais la sélection des animaux performants n'est pas à négliger. C'est la conviction de Mohamed Lamine Sy qui importe de la France les génisses gestantes. Au niveau de notre pays ici, nous mettons des dizaines de milliards d'impressions de produits laitiers. Je pense qu'il est temps maintenant d'essayer de développer dans la production laitière et de faire la transformation des produits laitiers pour au moins diminuer l'importation de lait. C'est ça l'ambition. Parce que nous faisons l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, ça demande donc beaucoup de temps. Il faut une patience de 3 à 4 ans. Alors qu'avec ces méthodes-là, au bout de 4 mois, vous avez la production laitière déjà, et puis en quantité aussi. Pour ces innovateurs, le salon de l'élevage du Burkina Faso était beaucoup attendu. C'est désormais un cadre d'expression qui leur est offert pour discuter de leurs préoccupations, mais surtout d'exposer au grand public les fruits de leurs efforts. Des images qui parlent d'elles-mêmes, de quoi inspirer l'association professionnelle des entreprises de communication publicitaires associées. Pour l'heure, elle s'inspire de l'expérience des aînés du métier pour aider à assainir le milieu. L'association a ainsi effectué sa toute première entrée publicitaire. Les détails avec Urbain Benito Sommet et Éléonore Ouedraogo.
3 jours pour pérenniser et optimiser la viabilité et la prospérité des entreprises de communication publicitaire ainsi que les annonceurs et partenaires médias. La première entrée publicitaire se tient sous le thème « Contribution des publicitaires au développement économique et social du Burkina Faso ». Il est question de mener la réflexion sur les nouvelles conditions d'exercice du métier tout en s'inspirant des aînés. Il y a une grande fuite du budget de la communication, de la publicité vers l'extérieur. Il faut que nous nous mettions ensemble sur la base de la loi 080-2015 CNT en tant qu'acteurs du métier pour pouvoir vraiment lutter pour l'application de ces différents tests. Je dis toute mon admiration pour votre combat, votre dynamisme et votre détermination pour la structuration et l'assainissement de ce secteur au Burkina Faso. C'est ce combat qui permettra à la communication d'une manière générale et à la publicité en particulier d'être un levier porteur pour l'économie nationale et sous-régionale. Les échanges vont aussi se mener autour de l'évolution de la publicité mensongère et la santé humaine, ainsi que sur le lien entre communication et sécurité pour éviter la psychose. Les différents défis auxquels vous êtes confrontés, agences illégales, amateurisme, détérioration du climat de confiance entre annonceurs et agents de communication, concurrence des agences internationales ne pourront être relevées que par une synergie d'action. Cette première édition de la rentrée publicitaire est mise à profit par l'Association professionnelle des entreprises de communication publicitaire associées pour rendre hommage aux devanciers au cours d'une nuit dédiée à la publicité. Les panneaux, non pas publicitaires, mais de direction, ne suffisent pas à orienter certains usagers de l'échangeur du Nord. L'infrastructure ouverte à la circulation depuis une quinzaine de jours leur donne toujours du fil à retordre. Pour leur éviter de perdre le Nord, des agents de police et des VADS sensibilisent les usagers. Constat signé Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebier. Si l'échangeur du Nord qui vient d'être ouvert à la circulation force l'admiration, force est de reconnaître que son utilisation n'est pas encore maîtrisée par les usagers. Les panneaux de signalisation ne sont pas respectés, les usagers se trompent de chemin, des accidents, autant de problèmes constatés sur la nouvelle infrastructure routière. Des problèmes que la police nationale et les agents VADS tentent de minimiser. Présents à tous les carrefours et aux entrées de l'échangeur, ils sensibilisent et aident les usagers à traverser ou à retrouver leur chemin. J'ai quitté Bassoui pour Nonsin et je me suis égaré sur l'échangeur. J'ai demandé aux agents de police et ils m'ont aidé à retrouver mon chemin. J'ai quitté le centre-ville. Je voulais aller à Commencer, mais apparemment j'ai pas pris la bonne sortie. Ah, c'est la police. Voilà, il m'a aidé, ouais. À ce jour, je puisse vous dire que par jour, de ce qui ressort donc des équipes que nous déployons, ils orientent pas moins de 100 à 150 personnes qui viennent vers eux pour d'abord les orienter. Et lorsque vous vous égarez ici, vous avez 7 km à vous les trouver. Les gens la font demi-tour, ce qui crée énormément de sens interdits et de difficultés. Mais dès lors qu'ils viennent voir les policiers, ils les orientent, ils les insèrent donc dans les circuits de la circulation. Des guides qui disent rencontrer d'énormes difficultés dans leur travail, des difficultés dues en grande partie à l'incompréhension de certains usagers de la route. Vous pouvez voir une personne en train d'escalader les barrières pour pouvoir traverser la voie. Pourtant, ça c'est interdit. Ou carrément d'autres personnes qui se trompent de voie, au lieu de poursuivre le parcours, ils préfèrent repartir en sens arrière. Ça aussi c'est interdit. Il y a certains chauffeurs de véhicules qui essaient de faire des manœuvres en marche arrière ou le demi-tour. Ça aussi c'est interdit. Donc ces derniers sont obligés de suivre la procédure, c'est-à-dire aller, finir et reprendre. Au total, 120 agents de police et de VADS sont mobilisés sur l'échangeur par jour de 6h à 21h. Leur stratégie utilisée pour faciliter la circulation sur l'échangeur n'est pas la répression, mais plutôt la sensibilisation des usagers. Bonne nouvelle pour le Burkina en course pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Salitas s'est imposé hier soir au stade du 4 août 2-0 face au Wakria AC de la Guinée. Les temps forts de la rencontre avec Nongba Kouda et Salif Oudraogo.
Au bout de l'effort, Salitas réussit sa grande première en campagne africaine. Les hommes de l'Agui Coulibaly ont dû patienter pour faire craquer les Guinéens du Wakria Athletic Club. 78e minute, coup franc pour Salitas. Arnaud Bambara cède sa place à Aboubakar Sidiki Traoré. Pour son premier ballon, le nouvel entrant débloque magistralement la situation pour les siens. 1-0 pour Salitas. Dès lors, le match gagne en intensité. Les Colombes se montrent très disponibles sur tous les fronts, à l'image de leur capitaine Youssouf Baro. Cette abnégation conduit Salitas au deuxième but à la 90e minute. Cette fois, c'est un coup de pied arrêté de Cédric Badolo qui profite à Herman Nikiema. 2-0 au final pour les Burkinabés. C'est une équipe qui tient bien le ballon. Non seulement ils tiennent bien le ballon, ils étaient très agressifs. Bon, franchement, on ne s'attendait pas à cette agressivité. Je me dis que l'essentiel a été fait. Nous avons pu avoir la victoire. Et nous tirons la leçon rapidement et on va se mettre au travail pour le match retour. Après 2 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, Salitas se donne un bol d'air dans ce premier acte des préliminaires de la Coupe CAF. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de soirée sur la télévision du Burkina.